Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. Peut-être un tournant dans la guerre du Golfe. Les revers subis par l'Iran depuis 48 heures face aux Américains et à l'Irak suscitent bon nombre d'interrogations. Le régime de Téhéran, de l'ayatollah Khomeini, va-t-il accepter une issue honorable ou au contraire afficher sa détermination? Nous essaierons de répondre dans quelques instants en compagnie de Pierre Serra. Guerre des proches en flagrant délire de mort, bouffon, insolent, loufoque, flegmatique jusqu'au bout, terrassé par un cancer. Une otage du Boeing, cousine de l'émir du Koweït, supplie à son tour les autorités koweïtiennes de céder aux exigences des pirates. Négociations au ralenti sur l'aéroport d'Alger. Primaire capitale dans l'État de New York, un scrutin décisif dans la course Dukakis-Jackson en vue de l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Arrivée de la dépouille d'Abu Djihad à Damas, interrogation sur la présence d'Arafat demain aux funérailles, on y voyait l'occasion d'une réconciliation avec le régime syrien. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Sans doute un nouvel espoir pour les malades du cœur. Je vous rappelle que 300 personnes attendent en ce moment même une transplantation cardiaque et que plusieurs milliers d'entre nous sont à la merci d'un infarctus du myocarde. Il y a quelques minutes, au cours d'un congrès international de cardiologie à Los Angeles, en Californie, un professeur français, le professeur Carpentier, a révélé qu'il venait de mettre au point une nouvelle technique baptisée cardiomyoplastie. Le principe de cette technique est simple. Il s'agit de remplacer la partie défaillante du cœur par un autre muscle. Le professeur Carpentier a précisé que plusieurs malades vivent parfaitement grâce à cette nouvelle technique. Explication de Daniel Duigou. Sylviane a 41 ans. Elle est la première malade à avoir bénéficié de la nouvelle chirurgie absolument révolutionnaire qu'est la cardiomyoplastie. Hier, cette femme était condamnée. Aujourd'hui, elle vit parce qu'on lui a remplacé une partie du cœur par un autre muscle. Étonnante technique opératoire qui ressemble à de l'artisanat et qui pourtant a des conséquences scientifiques considérables. Jugez-en vous-même. D'abord, vu de dos, on prend un grand muscle grand dorsal que l'on sectionne à la base. Ensuite, vu de devant, on coupe une côte pour faire passer le muscle du dos à l'intérieur de la cage thoracique et pour entourer le cœur comme une écharpe. Il ne reste plus qu'à stimuler le muscle avec un pacemaker pour qu'il remplace le cœur défaillant. On m'a opéré parce que j'avais une tumeur au cœur. Donc on vous a carrément enlevé une partie du cœur. Oui. Vous avez bénéficié de la cardiomyoplastie. Est-ce que vous vous considérez comme sauvé? Oui, bien sûr. Mais il y a plus étonnant. La structure du muscle qui remplace le cœur se met au bout d'un certain temps à ressembler à la structure même du cœur. Quand on a stimulé le muscle électriquement pendant 6 semaines, on s'aperçoit que les fibres qui constituent le muscle et même les protéines qui constituent le muscle, c'est-à-dire la myosine, se sont transformées et ont pris des caractères qui ressemblent au muscle cardiaque et à la myosine cardiaque. Déjà en France, 6 malades vivent parfaitement après une cardiomyoplastie. Peut-on parler de tournant dans la guerre du Golfe? Nous essaierons de répondre dans quelques instants. Mais une chose est certaine, l'Iran vient de subir coup sur coup 2 revers cuisants dans le Golfe Persique et sur le front irakien. En mer, la marine iranienne est sortie plutôt mal en point, c'est le moins que l'on puisse dire, des affrontements qui l'ont opposé ces dernières 48 heures à l'US Navy. Certes, le régime de l'ayatollah Khomeini prétend avoir détruit un hélicoptère américain, mais au même moment, 3 bâtiments de guerre et plusieurs vedettes rapides iraniennes ont été mises hors de combat. Problème également sur terre, où les troupes de Téhéran ont dû évacuer une bonne partie de la presqu'île de Fao, qui avait été gagnée de haute lutte en 1986. Le point tout de suite avec Jérôme Bonny. Patrouilles américaines, trafic commercial interrompu, la tension reste vive aujourd'hui dans le golfe arabo-persique. Au sud, les pompiers essaient encore, en ce moment même, de maîtriser les incendies provoqués par les opérations navales. Dernière victime des vedettes rapides iraniennes, ce transporteur de charbon, le Fal 5, appartenant aux Émirats arabes unis.
La flottille des gardiens de la Révolution reprend aujourd'hui des objectifs civils après les tentatives d'affrontement direct avec la marine américaine hier, qui ont coûté très cher à Téhéran. 3 de ces quelques 18 navires anéantis. On vient d'apprendre que 5 missiles Silkworm avaient été tirés de l'Iran vers des navires américains qui auraient réussi à brouiller leur système de guidage. Les missiles sont tombés dans l'eau. Malgré la disparition d'un hélicoptère d'assaut américain de type Cobra, ce sont bien les Iraniens qui ont perdu la bataille du Golfe. Et dans le même temps, Bagdad annonçait, image triomphante à l'appui, que les troupes irakiennes avaient repris la péninsule stratégique de Fao, occupée partiellement depuis 2 ans par les Iraniens. Selon la télévision irakienne, ces images du président Saddam Hussein, félicitant ses troupes, ont été tournées à Fao même. C'est donc une guerre défensive sur 2 fronts, l'Irak et le sud du Golfe, que doit mener aujourd'hui l'Iran, qui mobilise tout en accusant le grand Satan américain de complot avec l'ennemi irakien. Oui, alors question Pierre Serra, faut-il croire les Iraniens quand ils parlent de collusion entre les Américains et les Irakiens? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut penser que Washington affirme qu'il n'y a pas de collusion et que les Américains se contentent d'assurer leur rôle dans le Golfe, c'est-à-dire de préserver la navigation commerciale dans une voie d'eau internationale. C'est donc pas d'escalade du côté américain. Évidemment, les Iraniens ont intérêt à dire le contraire, mais il faut comprendre que, quand on considère l'Irak, s'il n'y a pas collusion avec les Américains, il y a au moins, en tout cas, entre ce qui s'est passé dans le Golfe et ce qui se passe à Fao, une relation directe de cause à effet. Il y a 2 ans que les Iraniens et les Irakiens tentaient de reprendre Fao, ils ont choisi ces jours-ci pour le faire, c'est pas un hasard. Alors Pierre, faut-il prendre au sérieux les témoignages qui prétendent que l'armée iranienne est traumatisée depuis quelque temps, voire même démoralisée? Oui, enfin on le dit, mais la guerre que depuis 8 ans, il y a plus d'1 million de morts sur les 2 parties, c'est quand même très grave, mais je crois qu'il faut quand même se rappeler une chose, c'est quand la guerre a commencé, on disait l'armée iranienne est dans un tel état après la chute du Shah que ça ne va pas durer une semaine, ça fait 8 ans. Et que l'Iran plutôt a une réserve d'hommes extraordinaire. En même temps, surtout, il y a chez les chiites, quand ils sont fanatisés, une espèce de fascination du martyr qui fait que la réserve semble inépuisable. Et que peut faire l'Iran? On a l'impression que son attitude était suicidaire les jours derniers. Suicidaire, on ne sait pas. Je vous répète que la réserve d'hommes paraît inépuisable. Je pense que l'Iran peut continuer longtemps et puis on verra bien. Sur l'aéroport d'Alger, 15e jour de détournement pour le Boeing des Kuwait Airways. Sur place, c'était l'impasse tout au moins jusqu'à cet après-midi. On avait l'impression que les médiateurs, comme les pirates de l'air d'ailleurs, étaient plus ou moins dépassés par la tournure des événements. Et puis tout à l'heure, les pirates ont repris l'initiative des opérations en annonçant qu'ils souhaitaient faire une 2e déclaration à la presse. On murmure également à Alger qu'une importante personnalité serait montée, pour parler au conditionnel, à bord de l'appareil. Confirmation à Alger avec notre envoyé spécial, Hervé Brusini. Parole contre parole. D'abord, ce sont les pirates qui veulent lancer un message à la presse via la radio du Boeing. On verra même l'un d'eux, caché sous sa cagoule, sortir la tête d'une trappe de l'avion, là, juste au-dessus du cockpit. Attendez, leur dit la tour de contrôle, un émissaire important doit venir vous voir. Commence alors un étrange ballet de la passerelle d'embarquement, en avant, en arrière, et pendant ce temps, un conciliabule se tient à l'écart entre l'ancien Premier ministre Abdelghali, semble-t-il, et un autre homme. Et c'est lui qui finalement monte dans l'avion. Durée de l'entretien, une vingtaine de minutes. 1 heure plus tard, ce n'est pas un communiqué, mais c'est encore un otage que les pirates font entendre. Cette fois, c'est une femme, un membre direct de la famille royale, Anwar al-Sabah. Je demande à ma famille et à mon gouvernement de précipiter, dit-elle, la libération des 17 détenus du Koweït. Ces derniers mots seront « Nous sommes évidemment en danger ». En fait, la clé de toute cette affaire se trouve très probablement au Liban. Selon plusieurs sources, le véritable événement d'aujourd'hui ne serait autre qu'une réponse. Une réponse venant de Beyrouth, de la part des complices des pirates de l'air, très certainement le Hezbollah pro-iranien. Une réponse faite à d'éventuelles propositions koweïtiennes sur le devenir des 17 détenus. En quelque sorte, l'aéroport d'Alger ne serait que la vitrine de la menace, le centre de décision, lui, se trouvant à Beyrouth. Les obsèques d'Abou Jihad, le dirigeant palestinien assassiné samedi à Tunis, se dérouleront demain à Damas. Le commandant en chef adjoint des forces palestiniennes sera enterré au cimetière des martyrs du camp de Yarmouk, dans la banlieue sud de Damas. La dépouille mortelle d'Abou Jihad est arrivée cet après-midi dans la capitale syrienne. L'épouse du dirigeant palestinien et 4 de ses enfants se trouvaient à bord de l'appareil. Ils ont été accueillis par de nombreuses personnalités, dont Georges Habash, le secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine.
Yasser Arafat, le leader de l'OLP, est finalement resté à Tunis. Les observateurs estiment qu'il s'est plié à la fois à des conditions de sécurité et à des conditions politiques. Arafat a dit adieu à son ami, c'était ce matin sur l'aéroport de Tunis, car depuis 1984, le chemin de Damas lui est interdit. Martine Laroche-Joubert. L'adieu de son petit garçon à Abu Djihad ce matin à Tunis. L'émotion, mais aussi la vengeance. Avec notre âme et avec notre sang, nous te vengerons. Après la révolution, nous vaincrons. Scandaient les quelques centaines de Palestiniens réunis ici. Ils attendaient aussi Yasser Arafat. Bouleversé par la mort d'un de ses plus proches amis, au début de la cérémonie, il semblait vaincu par l'émotion avant de prendre à nouveau la tête du combat. Les Israéliens s'imaginent qu'ils vont éteindre le feu de la révolution dans les territoires occupés. Eh bien, ils se trompent. Tous les principaux dirigeants palestiniens étaient ici ce matin. Yasser Arafat n'ira pas à l'enterrement à Damas, mais cette cérémonie a déjà une valeur symbole. Retour en France à 5 jours exactement du premier tour. Les candidats à l'élection présidentielle tiennent leur tout dernier meeting. Nous allons tout de suite faire le point avec nos confrères du service politique. Raymond Barre sur le terrain dans sa bonne ville de Lyon. Le candidat Barre tiendra un meeting ce soir. Avant cela, il a dialogué longuement avec les élus locaux pour leur répéter inlassablement la même chose, qu'il avait l'intention de se battre jusqu'au bout. Contrairement à ce que beaucoup pensent, a-t-il dit, la dernière carte n'est pas abattue. Bref, Raymond Barre hausse le ton. À Lyon, reportage de Roland Sicard et Franck Brisset. Raymond Barre en famille, chez lui, à Lyon, l'ancien Premier ministre voulait aborder la dernière ligne droite de sa campagne en terrain de connaissance. Et la tortue passe au sprint. Fini les passes d'armes à Fleury-Moucheté. Tout à l'heure, devant les élus de la région Rhône-Alpes, Raymond Barre a donné le ton. S'il y a, après les 2 mois que je viens de vivre, une raison pour laquelle je suis heureux d'avoir présenté ma candidature et une raison pour laquelle je dois vous le dire, je recommencerai volontiers, c'est parce que pendant ces 2 mois, je me suis efforcé de dire aux Français un certain nombre de choses alors qu'on ne cherchait de tous côtés qu'à leur bander les yeux, qu'à les aveugler pour que les petites combinaisons qui se préparent puissent réussir. Un discours déjà plus que musclé, et pourtant les choses sérieuses ne devraient commencer que tout à l'heure dans ce palais des sports de Lyon où les barristes attendent plus de 10 000 personnes. Raymond Barre devra rappeler sa détermination. Le député de Lyon croit en ses chances et s'estime le seul à pouvoir battre François Mitterrand au second tour. Voyons rapidement les autres temps forts de la campagne. À l'affiche ce soir, Philippe Seguin qui monte au créneau pour Jacques Chirac. En première ligne également, André Lajoigny, Antoine Wechter et Pierre Boussel. Voici le journal de la campagne, préparé ce soir par Bernard Pradino. Pensez-vous qu'il doive y avoir un bon débat télévisé entre François Mitterrand et Jacques Chirac, qui sont les 2 premiers au premier tour? Ça me paraît une nécessité absolue. Et comment devrait être ce débat selon vous? D'abord, je crois qu'il devrait ressembler, parce que c'est la logique même, à celui de 1974 et à celui de 1981. Or, on a cru comprendre dans un premier temps que M. Mitterrand se dérobait devant la perspective d'un débat dans son principe même. Et puis maintenant, si j'ai bien compris, il voudrait imposer un débat de style totalement dépassé, du genre des années 60, du genre de celui qui avait opposé, je crois, M. Kennedy et M. Nixon pour l'élection du début des années 60. Ça me paraît un petit peu ringard, à vrai dire. Si le candidat du Parti communiste progresse dans tout le pays, eh bien, amis et camarades, c'est le fruit de votre travail, de votre dialogue, de votre effort de conviction, de votre effort tenace pour rassembler les gens, les aider à se défendre et les aider à peser pour une autre politique. Si vous voulez que l'on réponde au chômage par la solidarité, c'est-à-dire par le partage du travail et des revenus,
si vous voulez que nous fondions notre politique de paix sur le développement des pays pauvres, c'est-à-dire sur des facteurs économiques et diplomatiques, et non sur l'accumulation d'armes, si vous voulez enfin qu'il y ait une véritable politique qui sape les bases mêmes de la démagogie lepéniste, c'est-à-dire qui fasse disparaître les réactions de xénophobie et de racisme, alors, si vous voulez donner ce sens-là à l'élection présidentielle, c'est au premier tour qu'il faut le faire. La jeunesse elle-même est dans une situation étudiante extrêmement difficile et c'est la raison pour laquelle elle a protesté, comme on l'a vu il y a un peu plus d'un an, contre la réforme de Vaquet qui vise encore à aller plus loin que la réforme Savary, Chevènement. C'est tout un ensemble qui, normalement, on trouvera sa fin dans un mouvement général des étudiants. Chacun sait qu'avant un mouvement des étudiants, on suppute, on discute, on dit que les étudiants s'ennuient. Et puis, brusquement, ça se déclenche, parce que les conditions générales aboutissent toujours à un déclenchement. François Mitterrand était tout à l'heure à Face au public sur France Inter. Il a confirmé qu'il proposerait un débat au candidat de la majorité qui restera en lice pour le second tour. Ce soir, près de 35 000 personnes attendaient le candidat Mitterrand à Montpellier. C'est là qu'il vient de prendre la parole il y a quelques minutes. Écoutez-le. Là-bas, la guerre. Partout, les menaces. Partout, l'oppression. La guerre, Irak-Iran, hier, ça a été un nouveau pas dans un conflit. Le bombardement des navires, l'entrée du détroit menacée de fermeture, et finalement, la contagion, à partir de cette plaie purulente, la contagion de la guerre. Israël et les pays arabes, le malheur, la misère, et partout des peuples qui se déchirent, un peuple à la recherche de sa terre, d'une patrie, et de l'autre, celui qui a conquis le droit de vivre, qui se sent lui-même menacé. Et là-bas, à l'autre bout du monde, l'apartheid, la ségrégation raciale, la domination des uns sur les autres. Voilà, vous l'avez compris, c'était en ce moment même pratiquement en direct de Montpellier dans l'Hérault, prolongement de tous ces meetings dans le dernier journal aux alentours de 23h30. Aux États-Unis, les élections présidentielles se profilent, elles aussi à l'horizon. La primaire de l'État de New York va sans doute départager définitivement Michael Dukakis et Jesse Jackson, les deux postulants démocrates. L'équation est simple, si Dukakis gagne, il affrontera George Bush, qui est sûr quant à lui d'avoir l'investiture du Parti républicain. Si Jackson l'emporte, il risque d'y avoir une certaine confusion dans le rang des démocrates. À New York, reportage de Paul Naon et Francis Friedland. Jesse Jackson, démocrate. Mike Dukakis, démocrate. Deux candidats, deux styles radicalement différents pour une même ville, New York. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. L'une des plus grandes métropoles du monde, 10 millions d'habitants, une mosaïque de peuples et d'ethnies, c'est eux qui feront la différence. Ici, les minorités sont majorité. Mike Dukakis, d'origine grecque, a besoin à New York d'une nette victoire pour prendre la tête, côté démocrate, de la course à la Maison-Blanche. Pour l'instant, il est le grand favori dans les sondages. Gouverneur du Massachusetts, sérieux, expérimenté, son programme, redonner espoir à l'Amérique, lutter contre la drogue et développer la sécurité sociale pour tous. Mike Dukakis n'est pas un orateur et on lui reproche son manque de charisme. Charisme, ça vient du grec. C'est un mot grec. Ne vous en faites pas. J'en ai plus qu'il n'en faut, moi j'agis. Je ne parle pas. Mike Dukakis, dans le quartier juif de Brooklyn, le vote juif qui représente 25% de l'électorat est capital. Et c'est à celui des candidats qui se montrera le plus proche d'Israël et de la communauté américaine. Mike Dukakis aura la plus grande partie de ses voix
En revanche, Jesse Jackson, pratiquement aucune. Jackson essaye de donner l'image de quelqu'un de raisonnable, mais il a des idées déraisonnables. Sa vision des Juifs est antisémite. Il y a 4 ans, en effet, Jesse Jackson avait parlé de New York en ces termes, c'est la ville des Youpins. Grande émotion en Amérique. Depuis, le candidat démocrate s'est excusé publiquement. Mais cette petite phrase lui colle à la peau, tout comme ses rencontres avec Yasser Arafat et Fidel Castro. Jesse Jackson, Mike Dukakis, un noir et un fils d'émigrants sur les plus hautes marges de la politique, tous deux ont fait bouger l'Amérique. Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous parlerons tennis. Il y a eu quelques surprises aujourd'hui sur le court central de Monte-Carlo. Pas de grève demain et vendredi sur les vols d'Air Inter et Air France. Les syndicats de pilotes et mécaniciens lèvent leur préavis. Un geste pour faciliter la mise en place de la médiation dans le conflit sur le pilotage à deux des Airbus A320. Les producteurs de porc manifestent en Bretagne. Ils protestent contre la chute des cours et les importations de porc hollandais. La Confédération paysanne dénonce l'anarchie du marché. Selon elle, de nombreuses exploitations sont chaque jour en faillite. En Allemagne, le chiite libanais Abbas Hamadeh est condamné à 13 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'avoir participé à l'enlèvement de 2 otages ouest-allemands à Beyrouth. L'un d'eux, Rudolf Cordes, est toujours détenu au Liban. Élection anticipée le 10 mai prochain au Danemark. Le chef du gouvernement démissionne. Cette décision fait suite à une motion adoptée au Parlement par l'opposition de gauche. Celle-ci interdit l'entrée des bâtiments de guerre étrangers, y compris ceux de l'OTAN, dans les eaux territoriales danoises. Le tennis, je le disais à l'instant, triste journée pour les têtes de série aujourd'hui dans le tournoi de Monte-Carlo. Certes, Henri Lecomte, notre porte-drapeau, s'en est bien tiré, mais d'autres ont mordu la poussière dès le premier tour. C'est le cas de Sanchez, tête de série numéro 8, et surtout de l'Allemand Boris Becker, tête de série numéro 3. Pourquoi et comment ont-ils craqué? Explication de Francis Marotto. Boris Becker qui se fait du souci, beaucoup de soucis même, et il y a de quoi face au Tchécoslovaque Marian Vajda. Parce que cet après-midi à Monte-Carlo, Vajda, de dos, 23 ans, 42e joueur mondial, se hisse au niveau de l'Allemand. Le Tchèque monte au filet et marque les points. Mais le Tchèque sait aussi attendre et tirer des passings au bon moment et surtout au bon endroit. Résultat, Marian Vajda l'emporte en 3-7, 6-3, 5-7 et 6-1. Mais cet après-midi, un autre favori a shooté, du rocher monégasque, l'Espagnol Sanchez, éliminé par l'Allemand Meinecke. Les autres Français, Jérôme Potier a perdu en 3-7 face au Suédois Stenlund, mais Guy Forget s'est qualifié aux dépens d'un autre Allemand, Steb, qualifié également Tariq Benavides. Quant à Henri Lecomte, il ne lui a fallu que 2-7 pour venir à bout de Thomas Schmid, le Tchèque, 6-4, 7-5. Pour Henri Lecomte, vainqueur à Nice la semaine dernière, c'est un peu le retour du beau temps. Jeu, 7 et match, Lecomte, 2-7-0, 6-4. Ouais. Vous avez vu, ça marche pour lui. Toujours en tennis, on a appris aujourd'hui que Yannick Noah avait décidé de faire l'impasse sur le tournoi de Wimbledon. Le numéro 1 français a choisi de se reposer à partir du 6 juin. Le 6 juin, c'est le lendemain du tournoi de Roland-Garros. Les courses, il y avait un tiercé ce soir sur l'hippodrome de Vincennes. Voici les résultats. Il fallait jouer dans l'ordre, le 10, le 2 et le 9. Pas les rapports, bien sûr, pour l'instant, mais sans doute dans le dernier journal vers 23h30. Salut l'artiste, Pierre Desproges est mort hier soir, il avait 49 ans. Le porte-drapeau de l'humour du 2e degré est parti sans prévenir, mais il laisse derrière lui des réflexions savoureuses sur la vie, sur la mort, sur la politique. Témoin cette évocation préparée par notre confrère Georges Bégou. Bien, alors, si vous voulez, mon adjudant, pensez-vous que 1978 sera antérieur ou postérieur à 1977? L'intelligence, c'est comme les parachutes, hein. Quand on n'en a pas, on s'écrase.
Je pense effectivement qu'on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Vous achetez un seul numéro de Minute, pour moins de 10 balles, vous avez à la fois la nausée et les mains sales. J'ai toujours considéré que c'était probablement l'artiste le plus insolent que nous ayons en France, plus insolent que Coluche, à mon avis, même si son insolence était plus fine, plus travaillée, plus littéraire. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Pierre Desproges n'avait pas peur de la mort, il la tourne en dérision et c'était un thème qui revenait régulièrement chez lui. Il aimait rire de la mort le faisait rire et la sienne ne me fait pas rire du tout. J'ai beaucoup écrit sur le cancer et j'ai beaucoup ri sur le cancer. Et j'ai écrit ce livre au moment où quelqu'un qui m'était très cher est mort d'un cancer. Ça peut paraître paradoxal, mais je crois pas. Je vous donne 4 mots, cherchez l'intrus. Vous connaissez le principe. Métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg, avenir. Conformément à ses vœux, son attaché de presse a lu un communiqué ainsi libellé ce matin. Pierre Desproges est mort d'un cancer. Étonnant, non? C'était la dernière boutade de Desproges, une sorte de pied de nez au destin. Prochain journal vers 23h30 avec Aubry Edler. Juste avant, nous vous offrons une soirée cinéma sur Antenne 2, soirée au cours de laquelle vous retrouverez Alain Delon dans Le Gang, un film de Jacques Deray. Demain, dès 6h45, n'oubliez pas Télématin avec Roger Zabel et toute l'équipe des Leftos d'Antenne 2. À 7h45, c'est Philippe Mestre, le directeur de campagne de Raymond Barre, qui sera l'invité des 4 vérités. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir. Dans quelques instants, la météo concoctée par Sophie Davant.